giovanotti in circa di scambiare, a volti patrioti, valuri a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Nul n'est parfait. Et je laisse ma collègue Gladys se présenter toute seule. Voilà, et je vous remercie et je te remercie d'avoir accepté notre invitation au nom du CCU. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche si je parle comme ça? Oui. Ok. Plus fort. Hein. Je parle comme je veux. Je ne vais pas tenir une heure si je parle trop fort. Je me rapproche. Là, c'est bon. Ok. Donc oui, je m'appelle Gladys Barragon-Jason, je suis chercheuse à la station d'écologie théorique et expérimentale à Moulis. Donc c'est la Sète, mais ce n'est pas à Sète la ville, il n'y a pas la mer. Là, il y a une photo qui montre un peu l'environnement, là où le laboratoire se trouve. On a un peu de chance, comme l'université de Corté ici. Donc aujourd'hui, je remercie Claude de m'avoir invité. Je remercie toutes les personnes qui ont organisé mon arrivée et tout ça. Merci beaucoup. Je vais présenter, ma présentation va être en 3 parties. Une première partie qui va un peu expliquer comment je me suis intéressée à la question de la connexion humain-nature et de ce lien humain-nature, pourquoi c'est important, etc. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que cette connexion et d'un projet qu'on est en train de mener actuellement. Et peut-être qu'il va pouvoir être fait aussi en Corse, pourquoi pas, on verra. Donc moi, j'ai toujours travaillé sur la prosocialité. C'était vraiment mon sujet au départ. Qui désigne en fait tous les comportements volontaires dirigés vers autrui dans une logique d'entraide. Donc c'est tout ce qui est coopération, réciprocité, partage. Par contre, la particularité de mon parcours, c'est que j'ai étudié cette question, mais en multipliant des approches différentes. Et je crois que je vais prendre ça parce qu'en fait, j'aime pas être coincée devant mon micro. Ça va comme ça? Okay. Donc j'ai multiplié les approches. J'ai commencé avec une thèse en neurosciences cognitives où on a essayé de comprendre comment le cerveau codait la prosocialité. Et donc, j'ai travaillé sur tout ça, surtout sur comment on rentre en interaction avec quelqu'un, comment on reconnaît une personne familière. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Ensuite, je suis partie au Canada. Là, c'était à Toulouse. Après, je suis partie au Canada et j'ai essayé de comprendre comment la prosocialité se développait au cours de la vie. Ensuite, je suis retournée sur Toulouse et j'ai travaillé en économie comportementale. On a essayé de comprendre comment certains processus, comme les normes sociales ou la patience, modulaient la prosocialité. Et puis ensuite, je me suis rapprochée de la station où je suis actuellement, qui est une station d'écologie. Donc, il n'y a personne qui travaille ni avec ni sur les humains. Ils ne travaillent que sur des modèles non humains. Et j'ai essayé de comprendre comment les liens génétiques et sociaux avaient une influence sur la prosocialité. Et là, je me rapproche ensuite du sujet petit à petit. Et en côtoyant ces personnes qui travaillaient beaucoup sur l'impact de l'environnement, sur les questions environnementales, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact de l'environnement naturel ou artificiel sur la prosocialité. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu du sujet. Et donc, j'ai notamment mené des études sur l'impact des écrans sur la prosocialité. Et du coup, je vais commencer par vous parler de ça. Donc, il faut savoir que quand on regarde la littérature scientifique, une exposition aux écrans récréatifs, donc c'est tout ce qui est des films, dessins animés, les contenus non, pas vraiment pour se cultiver, quoi, les choses vraiment pour se distraire. Quand c'est plus d'1 heure par jour, ça a des impacts négatifs à la fois sur la santé mentale et sur la santé physique des individus. Donc ça entraîne notamment des troubles cognitifs, des troubles du langage, notamment chez l'enfant, des troubles de la concentration, une augmentation de l'anxiété, mais aussi des troubles du comportement ou des difficultés à s'inhiber, des comportements plus violents, plus addictifs, il y a des problèmes de comportement comme ça, et des problèmes aussi de prise de risque, une augmentation de la prise de risque. On a aussi des impacts négatifs sur la santé physique, donc des troubles du sommeil, notamment l'endormissement qui est plus compliqué, qui met plus longtemps à arriver,
pour les enfants, et même des fois chez les adultes, plus de cauchemars, donc on des réveils pendant la nuit. Et on a aussi un impact sur le circuit de la récompense. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du circuit de la récompense. Mais bon, c'est un circuit qui s'active à chaque fois qu'un truc chouette nous arrive. Donc on nous fait un compliment, il s'active, on mange un bon plat, il s'active. On essaie de faire un exercice ou un truc, on réussit un examen, il s'active aussi. Et il faut savoir que quand on regarde des écrans, notamment plus chez l'enfant pendant le développement, ça va surstimuler ce circuit. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va ensuite plus du tout ressentir beaucoup moins de plaisir pour des choses qui nous arrivent naturellement. On aura besoin de plus. Et donc, on va complètement dérégler ce circuit à cause des écrans, ce qui va augmenter, par exemple, avoir des conséquences sur des troubles alimentaires, par exemple, avoir envie de consommer des choses plus caloriques. Donc, ça ne va pas rester cantonné aux écrans, ça va venir sur d'autres choses de la vie. Et donc, en plus de la sédentarité liée aux écrans, on a aussi du coup des problèmes d'obésité et d'autres choses qui rentrent en interaction avec la santé mentale. Donc, quelque chose d'assez négatif, hein, je veux dire ça quand même. Dans le cadre de mes travaux, donc là, c'est pas mes travaux. Là, je vous montre juste un exemple. Donc là, c'est chez les enfants. Donc c'était en Allemagne, une étude qui a été faite chez les enfants de 5 ans. Donc c'est sur à peu près presque 2000 enfants. On leur a fait faire des dessins. Donc c'était pour la créativité, l'élaboration. En haut, vous avez les enfants qui sont exposés à moins d'1 heure par jour d'écran. Et en bas, vous avez les enfants qui sont exposés à plus de 3 heures par jour d'écran. Donc c'est assez parlant comme résultat. Je ne sais pas s'il y a certains qui avaient déjà vu cette image, mais non. Voilà, bon, il n'y a pas besoin de... C'est juste pour vous montrer quelques... Ensuite, là, c'est d'autres travaux qui ont été faits sur 21 000 enfants entre 3 et 12 ans. On a regardé simplement le temps d'écran, donc là, en fonction, et là, la moyenne générale. Donc, c'était pour montrer l'impact sur les résultats scolaires. Et ce qui est aussi important, c'est que ces effets, ils sont retrouvés à long terme. Donc, il y a des études longitudinales qui ont été faites sur un millier d'enfants entre 3 et 26 ans, et on a mesuré en fait leur temps d'écran à 5 ans, et on a regardé ce qu'ils étaient devenus à 26 ans. Et en fait, ce qu'on peut voir là, pour que ce soit plus facile à voir, c'est que, en gros, ce qui est en gris clair, c'est les gens qui ont fait des études dans le supérieur. Et là, vous avez donc la proportion des personnes qui ont fait des études dans le supérieur. Et là, vous avez le temps d'écran qui est de plus en plus grand quand on va vers la droite. Donc, plus on regarde les écrans, moins on a de chances d'obtenir du diplôme. Donc, ça veut dire que 2 heures par jour d'écran en maternelle, on a plus de 90% de chances de ne pas obtenir de diplôme à l'âge adulte. Donc là, ça ne va pas vous aider pour vous, mais si vous avez des enfants, à un moment, peut-être vous pouvez garder ça en tête pour leur futur. Voilà. Donc, moi, dans le cadre de mes travaux sur la prosocialité, au départ, j'avais beaucoup de questions de parents, et même moi, je me posais la question aussi, de savoir est-ce que les enfants, du coup, si on les privait d'écran, est-ce qu'ils n'allaient pas être complètement rejetés par les autres ? Toi, t'as pas d'écran, du coup, on n'est pas à tous les Disney, tous les machins, donc voilà. Du coup, on a essayé de poser la question, d'essayer de faire cette étude en Ariège, donc c'est un endroit très rural, hein, là où autour de mon labo. Et ce qu'on a mesuré, en fait, on a testé 250 enfants entre 4 et 6 ans. On a donné un questionnaire aux parents qui devaient donner le temps d'écran de leur enfant. Il faut savoir que ça va être sous-estimé, mais que tout le monde le sous-estime, donc on se basait quand même sur ça. Et on mesurait aussi le réseau social de l'enfant en demandant à l'enfant de nous dire avec qui il aimait bien jouer dans sa classe. Et on regardait le nombre de fois où chaque enfant avait été cité par les autres. Donc c'était pour un peu un indice de popularité, à quel point il était intégré et considéré comme un bon camarade. Donc il faut savoir que déjà chez les 4-6 ans dans notre groupe, qui était quand même normalement un groupe qui était censé être préservé un peu parce qu'il y avait beaucoup d'accès à la nature, etc., on était à 1,6 heures par jour de temps d'écran. Et donc ça veut dire que 75% des enfants qu'on avait interrogés avaient plus d'1 heure d'écran par jour. Et donc après, on a regardé le lien entre les deux. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les enfants, donc là vous avez ceux qui étaient les moins populaires, moyennement populaires, très populaires,
donc très intégré. Et là, il y a la moyenne de temps d'écran par jour. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les enfants les moins populaires, eh bien, ils passent plus d'1 heure par jour devant les écrans. Donc, on n'a pas réussi à... Même si on aurait voulu essayer de montrer un truc un peu positif, c'est compliqué. Même si, même en cherchant, on n'a pas trouvé d'effet positif de l'exposition aux écrans dans cette tranche d'âge. Alors, du coup, ce tableau négatif, il y a quand même une alternative qui est assez... il y a des choses qui ont été proposées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, limiter le temps d'écran. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été proposées par des psychologues, comme Sabine Duflo, qui les 4 petits pas. Donc, pas le matin, parce que ça va prendre toutes vos ressources attentionnelles pour la journée. Pas pendant les repas, parce que ça empêche la communication avec ses pairs et de se concentrer sur son repas. Pas dans la chambre de l'enfant ou de l'étudiant ou de n'importe où, parce que ça va permettre de ne pas avoir envie d'allumer le soir, etc. Et pas avant de se coucher pour ne pas perturber le sommeil. Ensuite, il y a aussi des choses qui ont été proposées par les psychiatres, le 3, 6, 9, 12, donc pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, enfin bon, des espèces de choses à suivre. Mais il faut savoir que si on fait ça, on arrive bien à réverser les mauvais effets. C'est-à-dire que si on diminue le temps total d'écran, on va améliorer le sommeil, améliorer le résultat scolaire. Si on diminue les contenus violents, on va diminuer l'agressivité, augmenter la prosocialité. Donc ce sont des choses qui fonctionnent. Il y a vraiment si on agit, c'est réversible. Mais apparemment insuffisant. Il y a plusieurs livres là, qui sont sortis. Donc La fabrique du crétin digital. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais en plus l'auteur est hyper énervé, donc c'est pas très agréable à lire, pour tout dire. Et c'est un petit peu dur à lire, mais c'est très bien documenté. Il y a aussi les ravages des écrans. Donc c'est insuffisant dans le sens où il y a quand même des effets après à l'âge adulte, etc. Et que même si on réverse, c'est pas si bien. Il y a besoin d'alternatives, d'autres solutions. Et ce qui est assez simple, en fait, et là ça va être la suite de ma présentation sur ça, c'est que l'exposition à la nature, à partir de 20 minutes par jour, elle a les effets complètement inverses aux écrans. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la santé mentale, de la santé physique des individus. Il y a on va dire, pas calibration, mais on peut restaurer justement le système de récompense, diminution de la sédentarité, diminution des troubles du comportement, augmentation de la concentration, de l'intégration sociale, de la prosocialité. En fait, c'est l'inverse. On a complètement les effets inverses aux écrans, donc comme une espèce d'antidote aux écrans. Et il faut savoir que c'est très documenté. Il y a plus de 300 études expérimentales qui ont été publiées sur le sujet. Et là, pour le coup, j'ai travaillé sur une review systématique de ça. Donc, c'est très documenté qu'il y a des effets positifs sur la santé, très forts, avec des faibles taux d'exposition. Et là, à titre d'exemple, donc là, donc là, on a mesuré, c'est sur 5000 élèves à peu près en Espagne, donc pas très très loin, sur les enfants entre 7 et 12 ans. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est la mémoire de travail, donc la capacité à retenir une série de chiffres dans un sens ou dans l'autre. Ils l'ont mesuré 4 fois dans l'année. Et ils ont contrôlé pour plein de choses au niveau des échantillons. Et la seule chose qui différait entre les 2 groupes, là, que vous avez en marron et en vert, c'est que ceux qui sont en vert, ils avaient une cour d'école juste très végétalisée. Bon, peut-être pas à ce point, là c'est un exemple, mais il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, versus une cour complètement comme ça. Et on peut voir qu'au début, ils étaient à des niveaux non différents, enfin pas significativement différents. Et à la fin, en fait, les enfants qui ont été dans une école toute l'année très végétalisée ont une meilleure mémoire de travail que les autres. Et il faut savoir que cette mémoire de travail, elle est liée après aux apprentissages, aux notes, à la capacité, toutes les capacités ensuite cognitives qu'on a besoin de recruter pour bien réussir à l'école. Donc ça montre une causalité en fait entre juste le fait de passer du temps dans la cour d'école avec de la végétation versus pas de végétation. Donc ça voudrait dire que revégétaliser les cours d'école, ça serait aussi une manière de lutter contre les inégalités d'accès à la nature et au niveau scolaire aussi, de modifier ça. Là, c'est un autre exemple sur les troubles déficitaires de l'attention.
Donc là, ce qu'ils ont fait dans l'étude, c'est qu'ils ont demandé la semaine d'avant où les enfants, dans quel milieu les enfants avaient joué. Soit ils avaient joué à l'intérieur, soit ils avaient joué dans un truc qui ressemble un peu à une cour d'école, dans un terrain bétonné, clôturé, soit dans un terrain arboré, soit dans un terrain complètement ouvert. Et là, ce qu'on a, c'est les sévérités des symptômes donc attentionnels. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a de la végétalisation, on a une diminution des symptômes, encore plus quand c'est des milieux ouverts. Et là, c'est une dernière étude que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer les 300 études. Hein. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, c'est juste sur l'activité cérébrale de l'amygdale qui est liée à la peur et à l'anxiété. Et en fait, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait 2 groupes. Un groupe qui se promène en ville, un groupe qui se promène dans un endroit végétalisé, un parc ou des choses comme ça. Et après, ils leur montrent des images qui sont soit des images de peur, soit des images neutres. Et ce que ça montre, en fait, c'est qu'on a une diminution de l'activité donc de base de l'amygdale après avoir fait un tour dans la nature, qui n'est pas observée quand on allait se promener en ville. Et on a aussi une réponse à des visages de peur qui est amoindrie aussi. Donc on a on va dire une activité cérébrale liée à la peur et à l'anxiété qui est réduite après avoir fait un tour dans un parc. Pour vous montrer qu'il y a des effets physiologiques, des effets comportementaux, que ce soit sur le sujet sain ou le sujet avec des troubles. Voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a des effets bénéfiques de l'environnement naturel sur la santé, à la fois physique et mentale. Et là, c'est résumé par ce dessin qui a été fait par un collègue d'une association d'éducation de l'environnement qui résume un petit peu les travaux qu'il y a là-dedans. Donc là, ce sont des méta-analyses qui ont été faites, c'est-à-dire des analyses d'un grand nombre d'études et qui montrent que donc le fait d'être dans un environnement naturel, donc aller juste se promener, faire du jardinage, là j'en reparlerai, mais se concentrer sur le moment présent dans un environnement naturel, ce qu'on appelle la pleine conscience, ça j'en parlerai après parce que c'est un peu connoté comme terme. Mais moi, quand je l'emploie, je veux juste dire, parce qu'en science, on appelle ça mindfulness aussi, c'est comme ça, c'est se concentrer sur l'environnement ou le moment présent. Donc, c'est-à-dire être engagé, être vraiment en train de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, pas être en train de regarder son téléphone sous un arbre. Ça marche moins bien que si on est en train de vraiment être concentré sur ce qui se passe. Et écouter des sons de nature, ça a un impact positif sur la cognition, la santé sociale, donc avec les autres, la santé mentale et la santé physique. Et un point intéressant aussi, c'est que plus il y a de biodiversité, donc plus il y a d'espèces différentes, notamment dans les sons, plus l'effet est fort. Et plus on est concentré sur la tâche, donc plus le niveau d'attention est grand, plus l'effet est fort. Donc après avoir travaillé sur ça et vu tous ces effets bénéfiques, je me suis intéressée à des travaux plus de philosophes et d'anthropologues. Notamment, ils sont hyper connus, là, des Scola, Baptiste Morisot aussi, qui a été pas mal médiatisé, et qui décrit des sociétés qui, en fait, entretiennent des relations prosociales, donc de coopération, aussi avec des non-humains. Donc, ils intègrent tout le monde dedans. Et donc, ça m'a amené à revoir mon sujet, la prosocialité, qui était initialement cantonnée aux interactions entre humains, et à l'ouvrir un peu, en mettant aussi les non-humains, et donc à considérer les comportements pour l'environnement, donc pro-environnementaux, comme un comportement prosocial. Et du coup, j'ai changé un peu ma thématique et je l'ai ouverte. Et je me suis commencé à m'intéresser à ce qui s'appelle la connexion humain-nature. Donc là, c'est de ça que je vais parler maintenant, qui, pour moi, est quelque chose un levier important qui pourrait être utilisé dans les sciences de la conservation et dans les sciences de l'éducation. Donc, j'ai le bon public, non, normalement. Voilà. Donc il faut savoir que tout le monde est au courant, on a une perte de la biodiversité, changement climatique, tout ça. Et pour pallier à tout ça, il y a eu plusieurs stratégies pour inverser la tendance, plusieurs stratégies de conservation. Donc dans les années 60, on avait ce que s'appelle la nature pour elle-même. Donc là, c'est faire des aires protégées. Donc là, c'est des endroits sans humains. C'est un peu la nature sous cloche. On dit, allez, ça suffit là, ça, on n'y va plus. Vous n'avez plus le droit de dégrader. On laisse faire, c'est libre évolution, tout ça. Enfin, libre évolution, ça dépend. En tout cas, on ne met plus trop d'humains là-dedans. Ensuite, on s'est dit que quand même, dans les années 80,
ça pouvait être bien d'améliorer les endroits dégradés. On n'allait pas non plus vivre dans des endroits complètement pollués. Donc on a la stratégie nature malgré les humains, ils appellent ça en anglais, nature despite people. Et c'est vraiment, là du coup, essayer de dépolluer les endroits, de renaturer des endroits, donc de faire des toits végétalisés, de modifier pour qu'on améliore l'endroit où on vit aussi. De remettre de la nature en ville, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est, dans les années 2000, la nature pour les humains. Donc ça, c'est tout ce qui est services écosystémiques. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ça ? Non ? C'est les services rendus par la nature. Et en fait, c'est beaucoup les économistes qui ont fait ça pour essayer de monétariser, en fait, essayer de savoir combien ça nous coûterait si on devait nettoyer nous-mêmes toutes les eaux qui sont faites par le sol, par les plantes, si on devait nous-mêmes polliniser tout pour avoir nos légumes. Combien ça coûterait aux êtres humains de faire ça ? Et en fait, ça c'est très anthropocentré, c'est vraiment centré sur l'homme, mais ça permettait quand même de faire bouger des politiques ou des choses pour dire oui, là, ça nous coûterait tout ça, donc la nature, elle est importante, parce que sans elle, ben, du coup, ça nous coûterait ça. Et puis, la plus récente, dans les années 2010, il y a la stratégie qu'on a appelée humain et nature. Donc c'est celle que je préfère, forcément, c'est celle que je travaille. Et là, du coup, c'est essayer de faire comprendre comment développer une relation synergique entre l'humain et la nature, c'est-à-dire améliorer à la fois le bien-être humain et la protection de la nature, mais sans les opposer. C'est-à-dire pas dire c'est la nature pour les humains ou l'inverse, parce que c'est pas les pôles, c'est ensemble, en fait, parce qu'on fait partie de la nature. Et du coup, c'est comment on fait pour avancer là-dedans. Donc c'est très interdisciplinaire. Et c'est dans ce cadre-là que la connexion humain-nature s'intègre, du coup. Parce que, bon, voilà, ça c'est très à la mode, connexion humain-nature, déconnexion, c'est vraiment un terme, on l'entend partout, je crois, dès qu'on allume la radio, ils parlent de ça. Donc moi, quand je parle de déconnexion humain-nature, il y en a deux types. La première, c'est une déconnexion psychologique ou philosophique qui nous vient de plein de sources différentes, mais moi je vais me cantonner à la sphère scientifique. Et donc, ça nous vient de philosophes très influents comme Descartes ou Kant qui ont postulé que les humains avaient une intériorité différente des autres êtres vivants et qui se devaient du coup ils sont donc supérieurs et ils se doivent de la gérer, la manager, s'en occuper parce que sinon elle ferait n'importe quoi. Donc, on doit en gros avoir donc une domination de l'humain sur la nature. Il y a cette déconnexion psychologique. Et une déconnexion physique aussi, qui est due à l'urbanisation croissante. Donc il faut savoir qu'il y a 55% de la population mondiale qui vit en ville. Et on a fait une étude récemment qui a essayé d'évaluer à quel point on devait, par exemple, parcourir une distance pour atteindre un environnement naturel. Et par exemple, en France, en moyenne, on vit à 16 km d'un endroit naturel. C'est-à-dire qu'il faut parcourir 16 km pour avoir un endroit à peu près préservé. Bon, ici, à Corté, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et en Ariège non plus, ce n'est pas le cas. Mais en moyenne, on est quand même à des grandes distances. Et donc, l'association d'une déconnexion psychologique et physique a pu amener à des valeurs et des pratiques non durables. Comme la surexploitation, l'intensification comme ça industrielle et la surconsommation aussi. Et la question, c'est est-ce qu'on peut se reconnecter à la nature ? Ça aussi, c'est un nouveau... Il y a plein de livres là qui est marqué reconnexion partout. Et donc, là, quand on entend un peu tout, quand on pose des questions aux personnes, là, non, ça c'est un peu un truc à la mode, mais c'est pas quelque chose qui est possible, etc. Moi, je pense que c'est possible pour différentes raisons. La première chose, c'est qu'on a ce qu'on appelle un animisme enfantin. Donc Piaget, il appelle ça animisme enfantin. Les biologistes, ils appellent ça de la biophilie. Mais c'est cette curiosité, cette attraction pour le vivant qu'on a depuis notre plus jeune enfance, qui est vue comme... Et le fait d'inférer une intériorité aux autres êtres vivants, autres qu'humains. Et donc Piaget voit ça très négativement, comme si c'était un petit problème qu'il fallait régler. Mais ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a d'autres études, j'en parlerai après, qui montrent qu'en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus démontré. Et donc il y a cet animisme enfantin.
Et là, il y a une étude qui a été, je vais vous montrer une étude un peu, on va dire, extrême, mais je la trouvais quand même rigolote, qui a été faite donc en 2021 par Wilkes aux États-Unis. Et en fait, c'était une étude qui proposait des choix moraux. Donc on demandait, voilà, il y a 2 bateaux, il y en a un des 2 qui va couler, tu ne peux en sauver qu'un. Et sur les bateaux, on mettait différentes choses. Donc soit on mettait un humain, soit on mettait un chien. Et soit on dit on peut pas décider. J'entends beaucoup de gens qui sauvent le chien, là. J'entends des chiens. J'ai cru entendre chien. Ok. Après, on fait varier le nombre d'individus sur chaque bateau. Donc là, c'est 1 versus 1. Après, ça peut être 1 personne versus 2 chiens, versus 10 chiens, versus 100 chiens. Ou l'inverse, hein. Un chien versus 100 humains. Donc là, qui on sauve? Alors, on a des outliers, on a des... Ok. Il faut vraiment faire des études en Corse. Okay. Alors, les résultats de l'étude, ils ne montrent pas ce que vous me dites là. Quand on demande aux adultes, là, on a le 1 versus 1. À droite, il y a plus d'humains. À gauche, il y a plus de chiens. On voit que globalement, il y a plus de bleus partout. Donc, ça veut dire que les adultes, en tout cas aux États-Unis, vont sauver plutôt les humains, donc vont prioriser les humains. Pour eux, c'est plus important que le reste des êtres vivants, en tout cas les chiens en l'occurrence. Maintenant, qu'en est-il pour les enfants? Donc là, ils ont testé des 5-9 ans. Eh bien, on n'a pas du tout le même pattern. Comme vous pouvez voir, jusqu'à 9 ans, là, on a le 1 versus 1. Là, le rouge, c'est je ne peux pas choisir. Donc, on a quelque chose de tout à fait symétrique. On a une symétrie parfaite. Un vivant égale un vivant, que ce soit un chien, un humain. Ils ont même fait avec un cochon. Ils ont fait avec d'autres... voilà. Et donc, ça veut dire qu'au moins jusqu'à 9 ans, aux États-Unis, les enfants ne priorisent pas les humains par rapport aux autres. Donc, c'est quelque chose, ça veut dire, qui est appris. Quelque chose qu'on apprend à faire plus tard. C'est quelque chose qu'on nous enseigne, mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait d'inné ou quelque chose comme ça, de prioriser les humains par rapport aux autres. Et on dirait qu'ici, à Corté, c'est pareil. Oh, sans éducation, d'accord, ça marche. Après, il y a un second argument par rapport à cette... Il n'y a pas que les enfants et cet animisme ou cette biophilie. Il y a aussi des différentes sociétés traditionnelles qui vont vraiment favoriser, essayer de maintenir cette non-priorisation de l'humain, donc d'inclure tous les vivants dans leur communauté, tout ça. Et ce qui est intéressant, donc là, c'est les travaux de Eitram qui est là. Il a comparé des peuples qui vivent très proches, mais dont certains peuples avaient une vision hiérarchique du vivant, là, comme avec la pyramide, et les autres, pas du tout. Ils ont le même environnement, ils avaient la même histoire au départ. Il y en a juste certains qui ont changé de culture, qui ont été colonisés plus ou moins. Enfin, ils ont changé, ils ont eu cette vision hiérarchique, et d'autres non. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré la qualité du sol, le nombre d'arbres, ils ont mesuré plein de choses, d'indices écologiques, et ils ont montré qu'effectivement, ceux qui avaient la vision globale, égalitaire, interdépendante de la nature, avaient mieux préservé leur environnement que les autres qui avaient en fait tout dégradé autour d'eux. Donc c'est quelque chose qui a vraiment un impact sur le comportement. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'en fait, cet animisme ou cette envie de mettre de l'intériorité aux autres êtres vivants, etc., autres qu'humains, il y a plein de nouvelles découvertes scientifiques on va dire, dans nos sciences modernes, entre guillemets, où on parle maintenant facilement d'émotion animale, d'intentionnalité animale, même de communication et d'intelligence des plantes. Donc on commence vraiment à, même si c'est encore... c'est compliqué hein, pour les gens d'entendre cette information, mais ça commence en fait à venir vraiment dans nos sphères scientifiques et avoir de plus en plus d'études qui montrent ça. Donc ce n'est pas des choses stupides, ce sont des choses qui sont vraies et qui commencent à être de plus en plus prouvées dans notre système de connaissances. Et je ne suis pas la seule à dire ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a les 2 grosses instances, l'IPBES et le GIEC. Donc l'IPBES, c'est pour la biodiversité, le GIEC pour le climat. Je pense que vous avez tous entendu parler du GIEC. Qui explique que nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs de durabilité
sans une prise de conscience des citoyens, mais aussi des politiques, de l'interdépendance entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié, et on a besoin de développer des nouvelles valeurs, des nouvelles définitions de ce qu'est une bonne vie, une bonne qualité de vie. C'est pas que l'argent ou les choses comme ça. Il y a d'autres valeurs à développer, sinon on n'arrivera pas à atteindre la durabilité. Et donc, cette interconnexion, cette interdépendance, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de leur préconisation. Donc, ok, c'est bien beau. Donc, ok, il faut qu'on se reconnecte. Donc, comment on fait? Ça, c'est en pratique, du coup, qu'est-ce qui est possible? Comment on arrive à augmenter donc là, j'ai marqué CHN, connexion humain-nature. C'est ça que ça veut dire. Donc, la connexion humain-nature, comme là, je ne l'ai jamais définie pour l'instant, donc là, je vais la définir maintenant. C'est percevoir la nature comme faisant partie de soi ou l'humain comme faisant partie de la nature. Donc, il va y avoir des interdépendances ou des similarités entre soi et les autres êtres vivants, qui sont non humains, par exemple, le reste, quoi. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs questionnaires qui ont été développés par des psychologues, des économistes, qui ont été validés, éprouvés, ce que vous voulez. C'est des bons questionnaires. Il y en a 5 notamment qui sont très, très bien utilisés. Et un premier travail que nous, on a fait, c'était d'essayer de regarder si cette connexion humaine-nature, mesurée par ces questionnaires, elle était bien liée à une relation durable avec l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que les personnes les plus connectées, elles étaient en meilleure santé physique et mentale? Et est-ce qu'elles étaient aussi plus enclines à protéger leur environnement? Est-ce que du coup, c'était vraiment lié à santé environnementale, santé humaine? Et si c'est le cas, comment on fait pour que cette connexion soit augmentée ou maintenue? Donc pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tout ce qui avait été publié dans la littérature. On a fait une méta-analyse. Donc on a suivi une méthode, la méthode Prisma. Je ne sais pas si vous l'entendez dans vos cours, mais on suit des méthodes, c'est assez rébarbatif tout ça, mais ça permet que si quelqu'un d'autre le refait, il retrouve pareil. Et donc on va regarder tous les articles scientifiques qui ont été faits sur ça, sur la connexion humaine-nature, et on a regardé le lien avec le bien-être et la santé humaine ou la conservation de la nature. Il faut savoir qu'il y a actuellement 148 études corrélationnelles qui ont été publiées sur ça. Et au sein de ces études, il y a plein de tailles d'effets qu'on a pu récupérer. Il y en a beaucoup, avec beaucoup de participants. Et ce que ça montre, c'est qu'effectivement, les personnes qui avaient une plus haute connexion à la nature, dans les questionnaires, elles étaient en meilleure santé physique et mentale, et elles s'engageaient plus donc, dans la protection du climat, dans la lutte contre la perte de la biodiversité. Et elles avaient non seulement des comportements et des pratiques qui étaient plus à la fois plus saines pour eux-mêmes, on va dire, mais aussi pour la protection de l'environnement, mais aussi des valeurs. C'est pas des gens qui aiment pas les humains, par exemple. C'est des gens qui sont très humains, qui ont des valeurs humaines et sociales importantes, et qui ont aussi des valeurs environnementales importantes. Donc, c'est bien lié, la connexion humaine-nature, à une relation durable avec l'environnement. Maintenant, et là, c'est là que ça se corse un petit peu, on a regardé ensuite toutes les études expérimentales qui ont été faites et qui permettent d'augmenter la connexion humaine-nature. Donc là, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup, je trouvais. Il y en a 57. Enfin, c'était beaucoup quand il fallait regarder toutes les tailles d'effets dans les études. Donc, environ 6000 participants. Et donc, quand je dis expérimental, c'est qu'on a vraiment, cette fois-ci, un avant-après ou un groupe témoin comparé à un groupe intervention. Donc, c'est vraiment une causalité. On a vraiment essayé de regarder quelles pratiques permettaient d'augmenter cette connexion. Et donc là, je vais faire apparaître, on va dire, tout en même temps. Donc là, vous voyez la taille des flèches, enfin l'épaisseur des flèches, pardon, permet de rendre compte de la taille de l'effet, parce qu'on a pris tous les effets pour essayer de savoir et de faire une moyenne. Et ce que ça dit ici, c'est que le fait d'être en contact direct avec la nature, avec ou sans pleine conscience, donc pleine conscience, vous vous rappelez, c'est juste porter attention à l'environnement. C'est pas là j'ai mis ça parce qu'on dirait qu'il médite, mais en fait il médite pas forcément. Il suffit juste si on regarde juste un arbre, on fait attention. Voilà, ça marche aussi. C'est ce qui marchait le mieux. Et après, à droite, c'est tout ce qui marche un peu moins bien. Donc
faire de l'éducation à l'environnement, donc là c'était tout ce qui était les programmes où par exemple on va observer, faire des inventaires, attraper des petites bêtes, les observer au microscope ou dans la petite loupe. Ça fonctionne, mais moins que si en fait on va dehors en faisant ce qu'on a envie. La nature virtuelle, donc un documentaire, ça fonctionne aussi, mais c'est faible. Et alors ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est ce que je fais maintenant là. C'est-à-dire un cours à l'intérieur. Donc c'était un petit peu déstabilisant quand on trouve ça, quand on est chercheur et qu'on fait tout le temps des conférences comme ça. Après, je me dis, ils n'ont pas vu une conférence sur la connexion humaine-nature. Donc on ne sait pas ce que ça peut faire. Mais le fait d'avoir un cours comme ça d'éducation à l'environnement, donc sur le climat, sur le changement climatique, sur la biodiversité, tout ça, eh ben, ça n'avait pas d'effet sur la connexion humaine-nature. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet sur la conservation, par exemple. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont fait ça, et au contraire, on pense qu'il y a d'autres choses qui, notamment, passent par l'éco-anxiété. Si on assiste à un cours qui nous alerte, on va être anxieux et on va vouloir agir pour faire diminuer cette anxiété. Et donc, c'est un autre, on va dire, chemin, mais qui n'est pas gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ça va diminuer quand même notre bien-être pendant une petite période, même qui peut être longue. Pour nous mener à l'action, c'est un autre chemin. Mais ça ne va pas avoir d'effet sur la connexion humaine-nature, en tout cas dans les études qui ont été pour l'instant publiées. Donc ça nous a posé plusieurs questions, notamment comment transmettre un peu mieux l'information, parce que si ici et ici c'est moins bien que quand on dit rien, pourquoi qu'est-ce qu'on fait de pas bien? Est-ce qu'on a finalement un discours qui est hiérarchique et qu'on ne s'en rend pas compte? Enfin, je ne sais pas. Donc c'est des choses qu'on se pose comme question. Et il y avait d'autres questions aussi qui se posaient, c'est que par exemple ces études, il n'y a que 10% des études qui étaient faites chez l'enfant et l'adolescent, même 4% chez l'adolescent. Donc très peu, on ne sait pas trop comment ça se développe au cours de la vie, on ne sait pas trop à quel moment il faudra intervenir, enfin voilà, on ne sait pas. On ne sait pas non plus comment ça se passe hors Amérique du Nord et Europe, parce que la majorité des études, elles ont été faites dans ces pays-là. Et c'est quand même dommage, parce qu'en fait, comme je vous ai dit au début, c'est les enfants on pense qui ont un lien particulier avec la nature, et on a très peu d'études chez eux. Et les peuples traditionnels aussi qui ont réussi à maintenir, en tout cas en théorie, cette connexion. Et on n'a pas trop d'études chez eux. Donc c'est des choses qu'il faudrait creuser. On a aussi, si vous avez bien suivi, que des études corrélationnelles qui sont faites entre connexion à la nature, bien-être et pro-environnement. Donc on ne sait pas si en fait le fait d'augmenter la connexion, ça va avoir un effet causal. Est-ce que vraiment, on a modifié la connexion, est-ce qu'on va vraiment plus s'engager à ce moment-là? On ne sait pas trop, donc quel est le chemin? Et la dernière chose, c'est que là, on s'intéresse surtout à des questions sur l'humain et on mesure, à part les travaux d'H1 dont je vous ai parlé, on ne mesure jamais en fait l'impact direct et la qualité de l'environnement autour avec des vrais indices. On dit juste le pro-environnement, ça va faire que ça va être mieux, l'environnement va être meilleur autour, mais on n'a pas mesuré vraiment avec des indices écologiques si c'est vraiment préservé. Et donc, c'est un peu le projet que moi j'ai maintenant. C'est le projet qu'on a appelé le projet Reconnect et qui cherche à comprendre les causes, donc en haut là, sur rapport à ces deux questions, et les conséquences de la connexion humaine-nature. Essayer vraiment de creuser ces questions-là en particulier. Donc, on va le faire de différentes manières. Il y a une première manière qui va être d'étudier les variations culturelles et développementales de la connexion humaine-nature, donc mesurer cette connexion dans différents pays. On a envie de faire, c'est complètement mégalo, 20 pays. Et on va rajouter aussi des petites, des endroits, comme on en parlait tout à l'heure, de la Corse par exemple, ou d'autres endroits. Donc on a fait une première étude, là où il n'y a que 2 pays pour l'instant, avec différentes personnes, dont une collègue proche de Claude, là, Ariel, et des personnes qui sont situées dans différents pays, donc là aux États-Unis, au UK aussi et en Colombie. Et donc on a mené une première étude en Colombie et en France, où on a mesuré du coup la connexion humaine-nature, le pro-environnement et le bien-être dans ces 2 pays, pour essayer de voir si dans cet autre pays, on a bien le même lien qu'on a observé avant, parce qu'en Amérique du Sud, on n'avait pas d'études, très peu d'études.
et aussi surtout le développement au cours de la vie de cette connexion et si elle varie en fonction du pays. Je ne sais pas à quelle heure il est, là, je ne sais pas si je vais très vite. Il est quelle heure ? Moins 10, ok, ça va. Okay. Donc on a donné un questionnaire comme ça, avec... c'est des questionnaires comme ça, il y en avait aussi en ligne, où il y avait des questions qui mesuraient. Donc là, jusque-là, c'est le bien-être. Après, c'est les pro-environnement. On avait un item comme ça pour la connexion humaine-nature, qui est en fait un... Alors, ça paraît... Moi, au début, j'étais pas hyper fan de ce... Parce que je me disais, c'est quand même hyper simple. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'il résume super bien la connexion humaine-nature, parce qu'il est corrélé à d'autres questionnaires qui sont beaucoup plus longs. Mais il est beaucoup plus facile à... Du coup, on a plus de réponses, plus de répondants. Et donc, si on y vient au résultat, donc là, vous avez la connexion humain-nature en fonction du bien-être, la connexion humain-nature en fonction du pro-environnement. Et vous pouvez voir qu'à la fois en Colombie, donc la Colombie, elle est en marron, en orange, on va dire, et la France en bleu. Et vous pouvez voir que quel que soit le pays, on a une relation positive entre connexion humain-nature, bien-être et connexion humaine-nature et pro-environnement. Donc on retrouve bien ce qui est sorti des méta-analyses. Après, si on regarde maintenant le développement au cours de la vie. Donc là, vous avez la connexion humaine-nature. Là, vous avez l'âge. Et vous pouvez voir ici que vous êtes pile dans la tranche d'âge des déconnectés, je pense. Je ne sais pas si vous en déconnectez ou pas, mais en gros, entre adolescence et jeune adulte, on a une déconnexion très très forte, en particulier en France, qui après ça augmente, mais ça revient pas jamais comme c'était au début. Donc là, il y a des choses très intéressantes. Moi, je trouve que c'était intéressant en tout cas. C'est-à-dire que tous les enfants, quel que soit le pays, ils sont très connectés au départ. Il y a une forte déconnexion du coup en France. Elle est un peu plus faible en Colombie. Et ensuite, ça a l'air Là, il n'y a plus de différence significative entre les deux. En tout cas, sur ce schéma, on a l'impression. Après, quand on regarde par tranche d'âge, ici, on voit que les Colombiens, du coup, ils ont toujours une connexion supérieure aux Français, sauf chez les jeunes enfants. Donc là, ça posait plus de questions qu'autre chose. On avait juste envie d'étendre pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'ils ont un environnement avec plus de nature ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une culture différente, des pratiques différentes, un système éducatif différent ? Enfin là, du coup, ça a lancé plein de choses. Et si vous avez d'autres idées, vous pourrez les donner aussi. En tout cas, ça donne envie de continuer l'étude dans ce sens. Nous, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé déjà le lien avec l'urbanisation dans chaque pays. Donc déjà, vous voyez qu'il y a moins d'urbanisation en Colombie. Hein. Même si il y en a eu à Bogota et tout ça, il y en a même dans les grands centres, mais c'est quand même moins urbanisé. Et on a une relation négative avec l'urbanisation. Ça veut dire que plus on vit dans un endroit urbanisé, moins on est connecté. Bon, là, c'était des choses... voilà. Mais on n'a pas été beaucoup plus loin que ça. On ne pouvait pas avec nos données. Et ce qu'on a fait, donc là je vais vous montrer une petite vidéo, comme ça va vous réveiller. On a fait une étude pour essayer de comprendre l'aspect culturel. On a fait une étude chez des peuples traditionnels en Colombie. Donc il faut on va dire une heure d'âne, je crois, pour aller dans leur village là, qui est là. Il y a aussi il y avait d'autres peuples où c'était de la pirogue. On a mis ensemble plusieurs communautés. Donc il y avait les Arhuacos, les Kogi, les Wahou et les Quichua. Et en fait, on leur a posé les mêmes questions. Et c'est le même questionnaire, sauf qu'il est plastifié parce que c'est hyper humide là-bas. Donc on posait les mêmes questions du coup à ces communautés, notamment aux enfants et certains adultes, mais voilà. Et on a essayé de regarder si on retrouvait les mêmes patterns dans ces communautés-là. Là, c'est les gens qui ont fait passer les tests. Vous voyez, là, c'est une petite école qui est plus en mode rural et qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de on va dire, récupérer leur tradition. Donc, ils apprennent des mots de la tradition. Donc là, on leur a montré des images, par exemple, de l'Amazonie, parce que là, je ne montre pas toutes les réponses, toutes les questions, mais voilà. Là, ils montrent bien la déforestation, ils nous expliquent comment on coupe sa forêt. Voilà. Donc,
si on regarde les mêmes résultats sur ces populations-là, donc là, on a c'est le même graphique que tout à l'heure, sauf qu'en marron, là, on a les Colombiens natifs, on les a appelés comme ça. On voit qu'il y a aussi cette corrélation positive, donc ça marche aussi chez eux. Donc ceux qui sont qui se sentent le plus connectés sont en meilleure santé physique et mentale et en plus de comportements en faveur de l'environnement. Et si on regarde le même schéma que tout à l'heure, donc il y a un gros intervalle de confiance, c'est normal, parce qu'en tout, il n'y avait que 60 traditionnels par rapport aux 1000 des autres, donc c'est normal. Mais ce qui est intéressant, et qu'on n'explique pas encore, c'est qu'on a cette petite diminution toujours au début de l'adolescence. Mais par contre, ils sont largement au-dessus des deux autres, des Colombiens, on va dire non traditionnels, et des Français. Ça veut dire qu'ils ont mis en place... Alors soit c'est parce qu'ils sont vraiment dans un environnement naturel, c'est pareil, ça nous remet toujours la même question. Soit ils ont continué à développer des valeurs, une culture qui va maintenir cette connexion. La déconnexion qu'on a là, on se pose encore la question, est-ce que c'est lié à des processus de socialisation? Est-ce que c'est pas à ce moment-là où en fait on est quand même plus sur nos pairs, enfin les autres humains, que sur le reste, et que c'est quelque chose qui est global? Et ça, c'est une question qu'on pourra se poser dans d'autres études en mettant d'autres pays, d'autres cultures, en essayant de regarder les patterns un peu plus globaux plutôt. Et donc, c'est l'idée, après, avec plein de collaborateurs, de faire cette étude où là, il y a quelques pays, mais il y a des gens qui peuvent se rajouter, où on va essayer de mesurer la même chose, mais dans plein de pays, et essayer du coup d'avoir des hypothèses un peu plus fines qu'on pourra aller après creuser. Donc ensuite, dans ce projet-là, il y aura d'autres projets. Donc là, je vais passer très vite parce que là, j'ai envie qu'on ait le temps aussi de discuter ensuite. Sur les impacts ensuite des interventions. Donc on a des suivis là avec différents programmes qui sont proposés partout pour essayer de comprendre comment améliorer cette connexion avec les pratiques existantes dans différents pays. On va aussi faire de la physiologie, de mesurer des réponses physiologiques, parce que c'est bien joli de dire je me sens connectée, mais j'aimerais bien avoir une mesure non rapportée, avec des experts plutôt comme ça. Et tous ces objectifs-là, elles serviront juste à essayer de développer des outils et des supports qui permettraient ensuite d'être transmis à la société et pour reconnecter. Donc ça peut être à l'éducation nationale, à plein de différentes instances. Donc là, maintenant, j'arrive à mes conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça? C'est que la connexion humaine-nature, elle est liée positivement au bien-être humain et à la préservation des écosystèmes. Que cette connexion a diminué à l'adolescence, en particulier en France, mais qu'elle peut être influencée par des différentes pratiques, comme la pratique de la pleine conscience en milieu naturel ou le contact direct avec les milieux naturels. Et en recommandation, entre guillemets, du coup, ce que je recommande, c'est de continuer à évaluer, à promouvoir ces interventions, à former les personnes, les étudiants, les enseignants, les éducateurs à ces bienfaits-là, et à augmenter les opportunités d'accès à la nature via la revégétalisation partout, dans les centres urbains, dans les établissements scolaires, pourquoi pas aller faire classe dehors, pas que en primaire, mais aussi quand on est à la fac. Voilà, juste sortir le plus possible. Et j'aimerais vous faire essayer, avant de terminer, je ne sais pas si vous allez entendre le son, j'essaye, et puis sinon je mettrai le micro sur, je ne sais pas trop où ça sort, vous me direz. Je voudrais vous demander de fermer les yeux, et vous allez écouter c'est pas du tout long, vous endormez pas, des sons de nature qui sont pris en Ariège pendant quelques secondes là, pour faire de la pleine conscience. Ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur les sons que vous allez entendre, sur un son qui vous plaît. Ça peut être dans les sons que vous allez entendre là, et d'essayer d'oublier où vous êtes là, qu'il y a les copains à côté, machin, qui fait trop chaud ou froid, je sais pas, trop chaud, et qu'il y a des spots. Voilà, fermez les yeux et essayez de vous imaginer au milieu de la montagne, même s'il suffit de sortir là pour le fermer. Donc voilà, je vais essayer de mettre le son.
vais vous faire revenir. Vous pouvez rouvrir les yeux. C'est très rapide. C'était juste pour vous montrer ce que ça peut faire. C'est ça la pleine conscience. Il y a pas de. C'est juste se concentrer sur un son de nature. Et voilà, je voudrais remercier tout le monde pour votre attention, toutes ces personnes qui ont participé. Et voilà. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un puri a stanciare, un'idea zitella di tempo